Sors d'ici et ne reviens jamais, a crié mon père. Ils m'ont jeté à la porte parce que j'avais abandonné mon internat en chirurgie. Ils ne savaient pas que je pesais 30 millions d'euros. Le lendemain, je me suis installé dans ma forteresse de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 3 semaines plus tard, laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous écoutez en ce moment même. Avez-vous déjà dû choisir entre les rêves de votre famille et les vôtres? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. La maison à Versailles sentait toujours l'antiseptique et le vieux bois. C'était un manoir en pierre construit dans les quartiers historiques, conçu pour paraître imposant, froid et ancien, tout comme les hommes qui l'habitaient. Mon père, le docteur Jean-Pierre Beaumont, chef de chirurgie, croyait en la hiérarchie avant tout le reste. Dans cette maison, l'affection n'était pas donnée, elle était prescrite, dosée en milligrammes en fonction de la performance. Le dîner était à 18 heures précises. Mon frère, Thomas, le fils prodige, s'asseyait à la droite de mon père. Je m'asseyais à sa gauche. Ma mère, Hélène, s'asseyait au bout de la table, observatrice silencieuse dans une pièce remplie d'égos. Les murs étaient tapissés de portraits à l'huile d'ancêtres tenant des scalpels, nous fixant de leurs yeux porteurs de jugement. Thomas, parle-nous de la réparation de l'anévrisme, exigeait mon père, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Un clampage propre, papa, rayonnait Thomas. Le docteur Morel m'a laissé refermer. Excellent, hochait mon père. Puis il se tournait vers moi. Léa, comment s'est passée ta rotation? J'ai appris très tôt qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse, 36 heures, 3 appendicectomies, des sutures parfaites. Je ne mentionnais jamais l'autre vie, celle qui commençait quand les lumières de l'hôpital tamisaient et que je me faufilais dans la salle des serveurs. Tandis que Thomas mémorisait l'anatomie, j'apprenais à une machine à la voir. Je voyais des modèles là où il voyait une procédure. Je voyais des données là où il voyait un dogme. Mon partenaire Marc, un prodige du codage que j'avais rencontré pendant mes études de premier cycle, l'appelait Panacée, une intelligence artificielle capable de prédire les complications chirurgicales plus rapidement que n'importe quel cerveau humain. Mon père appelait la technologie un outil de serviteur. Pour lui, les vrais médecins coupaient. Les vrais médecins avaient du sang sur les mains. Tout le reste n'était que fioriture administrative. Alors, je menais une double vie. Le jour, la résidente parfaite recousant la peau. La nuit, l'architecte d'une révolution numérique. Le poids de tout cela était écrasant. Je regardais parfois ma mère, assise dans le salon, fixant le piano à queue dont elle ne jouait jamais. Il accumulait la poussière dans le coin, monument d'une vie non vécue. Elle avait été une pianiste de concert autrefois, avant d'épouser la dynastie. Maintenant, elle se contentait de composer des bouquets de fleurs et de gérer le calendrier social. Une nuit, je l'ai trouvée traçant les touches sans émettre le moindre son. « Est-ce que cela te manque ?» ai-je demandé. Elle a tressailli, retirant sa main comme si elle avait été brûlée. « Ne sois pas idiote, Léa. Ton père a besoin d'une épouse, pas d'une musicienne. » Ce fut le moment où j'ai réalisé la vérité. Ma mère n'était pas seulement faible, elle était un avertissement. Elle avait échangé sa voix contre la sécurité, sa passion contre le prestige. Et au fond d'elle-même, je pense qu'elle me haïssait de tenter de m'échapper de la cage dans laquelle elle s'était elle-même enfermée. Elle ne me protégeait pas quand elle me disait de simplement écouter ton père. Elle essayait de s'assurer que je ne ferais pas paraître son sacrifice ridicule. Si je me libérais, cela prouverait qu'elle aurait pu le faire elle aussi. Et c'était une vérité à laquelle elle ne pourrait pas survivre. Alors, j'ai continué à coder. J'ai continué à recoudre, attendant le moment où l'algorithme résoudrait enfin l'équation de ma vie. Et puis, le courrier électronique est arrivé. C'était la 36e heure de mon service quand le téléphone a vibré contre ma hanche. Je sortais du lavage des mains après une craniotomie de 7 heures, mes mains étaient à vif, mes yeux brûlaient sous l'éclat fluorescent et dur. J'ai sorti le téléphone de ma poche. Un courriel. Objet, acquisition terminée. Montant du virement, 30 millions d'euros. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté. J'ai juste fixé l'écran, laissant la lumière bleue envahir les taches de sang sur mes sabots chirurgicaux. Le nombre était si grand qu'il paraissait abstrait, comme un moniteur de signes vitaux dont la ligne devient plate. Mais ce n'était pas un décès, c'était une naissance. Mon partenaire Marc l'avait fait. Nous l'avions fait. J'ai conduit directement jusqu'au manoir.
La pluie tombait à verse, transformant les pavés de Versailles en un miroir noir et glissant. Je ne me suis pas changé, je voulais qu'ils me voient dans l'uniforme qu'ils adoraient une dernière fois. Le dîner était déjà en cours. Le silence dans la salle à manger était lourd, rompu seulement par le raclement rythmique de l'argenterie contre la porcelaine. Jean-Pierre était assis en bout de table, un roi dans son château. Thomas était au milieu d'une histoire concernant un interne qu'il avait humilié pendant les tournées. Hélène poussait des petits pois dans son assiette, le regard vide. Je démissionne, ai-je dit. Je ne me suis pas assise. Jean-Pierre n'a pas levé les yeux de son assiette. Assieds-toi, Léa. Tu es délirante. Nous discuterons de ton emploi du temps de rotation après que tu auras dormi. Je ne suis pas fatigué, ai-je dit, ma voix ferme, traversant la pièce comme une lame de scalpel neuve. J'ai soumis ma lettre de démission au conseil d'administration il y a 20 minutes. J'en ai fini avec la chirurgie. J'en ai fini avec cet hôpital. J'en ai fini avec cette vie. Le silence qui a suivi fut violent. Jean-Pierre a lentement posé son couteau et sa fourchette sur la table. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu le vide terrifiant derrière ses yeux. Il ne regardait pas une fille, il regardait une possession qui venait soudainement de mal fonctionner. « Tu es une Beaumont », a-t-il dit, la voix dangereusement basse. Nous coupons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Si tu abandonnes cet internat, tu abandonnes cette famille. Je pars pour diriger une division technologique, ai-je dit. J'ai construit quelque chose, papa. Quelque chose qui sauvera plus de vies que ton scalpel ne le pourra jamais. Il s'est levé, le visage devenant d'un rouge marbré profond. La technologie ? Tu veux être une technicienne, un personnel de soutien. Il a frappé la table de sa main, faisant trembler le cristal. Tu craches sur 3 générations d'héritage. Tu m'humilies. C'était cela, le cœur de la blessure. Ce n'était pas une question de mon bonheur ou de mon potentiel. C'était une blessure narcissique. Pour un homme comme Jean-Pierre, les enfants ne sont pas des personnes, ce sont des miroirs. J'étais conçu pour lui renvoyer sa propre grandeur. En choisissant un chemin qu'il ne comprenait pas, j'avais brisé le miroir. J'avais prouvé que son approbation n'était pas l'oxygène dont j'avais besoin pour survivre. Et cela le terrifiait. Si tu quittes cette maison ce soir, a-t-il sifflé, pointant un doigt tremblant vers la porte, tu pars avec rien. Pas de fonds fiduciaire, pas de relation, pas de nom. Je n'ai pas besoin de ton nom, ai-je dit. J'ai le mien. Donne-moi les clés, a-t-il exigé. J'ai payé pour la voiture. J'ai payé pour les vêtements que tu portes. Si tu veux être indépendante, commence à marcher. J'ai plongé la main dans ma poche. J'ai sorti la télécommande de la Mercedes. Je l'ai posée délicatement sur la nappe en lin, juste à côté de son verre de vin intact. Tu as raison, ai-je dit. Tu as payé pour tout, sauf pour mon esprit. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai entendu ma mère avoir un hoquet de surprise, un petit son étouffé, mais elle n'a pas bougé. Elle n'a pas parlé. Je suis monté sur le perron. La pluie était torrentielle désormais. J'avais un sac d'ordinateur portable, un téléphone avec un solde bancaire de 30 millions d'euros, et nulle part où aller. Mon père a claqué la lourde porte en chêne derrière moi, le son résonnant comme un coup de feu. Il pensait qu'il venait d'exécuter une punition, il ne réalisait pas qu'il venait de pratiquer une amputation. Il m'avait coupé pour sauver le corps de la famille, mais c'était lui qui pourrissait. J'étais enfin libre. Je n'ai pas pleuré. Je ne tremblais pas. J'ai marché jusqu'à la limite de la propriété, là où la pelouse entretenue rencontrait la lisière des arbres, et je me suis assis sur un muret de pierre mouillée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran était la seule source de lumière dans l'obscurité. Mon compte bancaire, 0. Jean-Pierre avait gelé le fonds fiduciaire auquel je n'avais pas touché depuis mes 18 ans. Il avait annulé mes cartes de crédit. J'étais sans abri, sans le sou et seul. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Je me suis connecté à mon serveur informatique sécurisé. Les fonds de l'acquisition reposaient sur un compte séquestre, en attendant mon autorisation finale. 30 millions d'euros. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un levier. C'était du pouvoir. C'était une arme. J'ai tapé le code d'autorisation.
Transfert terminé. Ensuite, j'ai cherché un logement, pas des hôtels, pas des locations. J'ai regardé les annonces sur la Côte d'Azur. J'avais toujours rêvé de vivre au bord de l'océan, loin de la pierre grise et du ciel couvert de la région parisienne. Je l'ai trouvé, une forteresse à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 23 millions d'euros. Du béton brutaliste, du verre du sol au plafond, perché au bord d'une falaise. Elle ressemblait à un bunker conçu par un poète, indestructible, magnifique, froide. J'ai appelé l'agent immobilier. Il était 3 heures du matin, mais pour 23 millions d'euros, les gens décrochent le téléphone. Je veux l'acheter, ai-je dit. Content, aujourd'hui même. Mademoiselle Beaumont, a bégayé l'agent. Vous ne l'avez même pas vu. J'en ai vu assez, ai-je dit. Envoyez les documents. J'ai refermé l'ordinateur. La pluie s'était arrêtée. Le silence de la nuit était lourd, mais il n'était plus oppressant. Il était vide, et je pouvais le remplir avec tout ce que je voulais. Je n'ai pas été dans un hôtel. Je suis allé au seul endroit où je me sentais en sécurité, la salle des serveurs de notre bureau. C'était un petit espace sans fenêtre bourdonnant au son des ventilateurs de refroidissement. L'air était frais et filtré. Je me suis recroquevillé sur un fauteuil poire dans le coin, enveloppé dans mon manteau humide. Je me suis endormi en écoutant le bourdonnement des serveurs. C'était le son de mon avenir, le son de ma liberté. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour Nice. Je ne l'ai dit à personne. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement disparu. La maison était encore plus imposante en personne, un monolithe de béton et de verre fixant la Méditerranée. Je me tenais dans le salon vide, l'océan rugissant en contrebas, et je ne ressentais rien, aucune joie, aucun triomphe, juste un sentiment de sécurité froid et dur. J'étais en sécurité. Personne ne pouvait me blesser ici. Personne ne pouvait me dire qui j'étais. J'ai engagé une équipe de sécurité. J'ai installé des caméras. J'ai acheté un Range Rover blanc, le genre de voiture que ma mère aurait qualifié de vulgaire. Je le conduisais vite le long de la route de la Corniche, le vent fouettant mes cheveux. Et pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce que quiconque pouvait penser. Je construisais une forteresse, pas seulement de béton et d'acier, mais de silence et de distance. J'effaçais mon ancienne vie. Je devenais quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'incassable. Pendant 3 semaines, le silence fut un baume. J'ai guéri dans le calme de mon sanctuaire de béton. Je me réveillais quand je le voulais. Je mangeais ce que je voulais. Je n'avais pas à signaler ma position, mes sutures ou ma valeur à qui que ce soit. J'étais un fantôme dans ma propre vie, et c'était le paradis. Puis la contagion a frappé. L'usine digitale a publié mon portrait le mardi matin. Le titre était accrocheur, conçu pour attirer les clics, le chirurgien qui a échangé le scalpel contre le code, l'histoire d'une sortie à 30 millions d'euros. Cela détaillait tout, le prix d'acquisition, la technologie, et dans un petit paragraphe vers le bas, cela mentionnait ma relocalisation dans une propriété privée à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La nouvelle a voyagé de la technopole jusqu'au beau quartier de Versailles plus vite qu'un virus dans une cabine pressurisée. Mon téléphone, habituellement inactif, a commencé à s'agiter sur le comptoir de la cuisine. Les notifications s'empilaient comme des cas de traumatologie entrants, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie, des pères de l'école de médecine qui m'avaient snobé. Et puis le cercle restreint. Thomas a envoyé un message en premier. Pas de salutations, pas de félicitations. Juste une capture d'écran de l'article et 3 mots, est-ce réel? Ce n'était pas de l'inquiétude fraternelle. C'était un audit. Thomas calculait la différence de valeur nette entre un interne en neurochirurgie et une fondatrice d'entreprise technologique, et le calcul le rendait malade. Je n'ai pas répondu. Ensuite, ma mère a appelé. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale. Je l'ai écouté alors que je me tenais près de la piscine à débordement, l'océan s'écrasant en bas. Léa, sa voix s'est brisée, chargée d'une anxiété de performance. Ton père s'effondre. Il a vu l'article. Il est dans un état. Nous ne savions pas. Tu dois comprendre, nous étions juste inquiets pour toi. Nous venons te voir. Nous devons réparer cette famille avant qu'il ne soit trop tard. Nous arrivons samedi. Il ne demandait pas, il annonçait.
C'était l'ancienne dynamique, il dictait le programme et on s'attendait à ce que je me prépare pour l'intervention. Mais il s'était trompé sur le lieu. Il ne venait pas au manoir de Versailles dont il détenait les clés, il venait dans ma forteresse. J'aurais pu les bloquer. J'aurais pu dire à la sécurité de les renvoyer à la porte. Mais j'ai réalisé que cela ne suffirait pas. Si je les bloquais, je serais toujours l'enfant fugitif dans leur récit, la fille qui n'avait pas pu supporter la pression. J'avais besoin qu'ils voient. J'avais besoin qu'ils marchent dans les couloirs de béton. J'avais besoin que Jean-Pierre regarde l'empire que j'avais bâti avec des outils de serviteur. J'ai répondu par 2 mots, samedi midi. Puis j'ai préparé la maison. Je n'ai pas acheté de fleurs. Je n'ai pas adouci les angles. Je voulais que la maison ressemble exactement à ce qu'elle était, froide, coûteuse et impénétrable. Je ne préparais pas une maison pour une réunion de famille, je préparais une salle de conseil pour une prise de contrôle hostile. J'ai appelé Marc. Ils viennent, ai-je dit. Veux-tu que je sois là, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je dois faire cela seul. Mais garde les journaux du serveur ouverts. Je pourrais avoir besoin de leur montrer l'envers du décor. Tu vas leur montrer le code? Non, ai-je dit, regardant le soleil se refléter sur l'eau comme une lame. Je vais leur montrer l'avenir. Ils sont arrivés à midi pile. Une berline de location blanche a remonté lentement l'allée sinueuse, ressemblant à une voiture miniature contre l'échelle massive des murs en béton. J'observais depuis la terrasse supérieure. Ils sont sortis sous le soleil du sud, clignant des yeux comme des taupes traînées vers la lumière. Ils étaient habillés pour un dîner mondain, des vestes sombres, des mocassins cirés, des perles. Dans la luminosité éclatante et saline de la côte, ils paraissaient gris. Ils semblaient déplacés. Ils ressemblaient au passé. Je suis descendu pour les rejoindre. Je n'ai pas proposé d'embrassade. Je n'ai pas tendu la main. J'ai simplement déverrouillé la porte pivotante de 3 mètres et je me suis écarté. Bienvenue, ai-je dit. Ils sont entrés. Le silence de la maison les a engloutis. Jean-Pierre s'est arrêté dans le hall d'entrée, ses yeux balayant les plafonds de 9 mètres, l'escalier flottant et le mur de verre encadrant la mer. Il cherchait une fissure. Il cherchait de la poussière. Il cherchait quelque chose à critiquer pour pouvoir rétablir sa domination. Mais je gérais cette maison comme un bloc opératoire. C'était stérile. C'était parfait. C'est substantiel, a-t-il marmonné, incapable de croiser mon regard. C'est sécurisé, ai-je corrigé. Je les ai guidés pour la visite. Ce n'était pas la visite d'une maison, c'était la visite d'une forteresse. Je leur ai montré la piscine à débordement qui se perdait dans l'horizon. Je leur ai montré la maison d'amis qui était plus grande que tout notre rez-de-chaussée à Versailles. Thomas marchait derrière moi, faisant les calculs dans sa tête. Je pouvais presque entendre les rouages tourner, calculant l'impôt foncier, la compte, la valeur nette requise pour entretenir tout cela. Il avait l'air malade. Hélène ne parlait pas. Elle touchait simplement les surfaces, le marbre froid, le noyer chaleureux, avec des doigts tremblants. Elle ne regardait pas le luxe, elle regardait la liberté. Elle réalisait que la cage qu'elle avait passé 30 ans à polir n'était qu'une cage, et que je me tenais à l'extérieur, tenant la clé. Nous nous sommes assis pour déjeuner sur la terrasse en porte-à-faux. La mer rugissait sous nous, rappel constant et violent de l'endroit où nous nous trouvions. Le chef privé a servi une salade de poulpe grillée. Jean-Pierre l'a piqué du bout de sa fourchette avec suspicion. Il ne pouvait pas supporter le silence. Il ne pouvait pas supporter le changement de gravité. Il avait besoin d'être à nouveau le chef de chirurgie. Il avait besoin d'être l'homme le plus intelligent de la pièce. C'est une belle vue, Léa, a-t-il dit en posant sa fourchette. Mais soyons réalistes. L'immobilier est un actif volatile. Le vrai travail, le vrai héritage, se passe à l'hôpital. J'ai pris une gorgée d'eau pétillante. Est-ce bien le cas? En fait, a-t-il dit, se rasseyant, retrouvant son rythme. Nous révolutionnons le département. Nous venons de prendre sous licence un nouveau système, une plateforme d'intelligence chirurgicale. Mon cœur n'a pas accéléré. Il a ralenti. C'était le calme du prédateur. Jean-Pierre rayonnait. Il était de retour dans sa chair. C'est incroyable, en réalité.
Cela utilise des algorithmes prédictifs pour cartographier les complications avant même que nous fassions l'incision. Cela analyse des milliers de points de données en temps réel. Cela va sauver l'accréditation du département. Nous glissions, je l'admets. Mais cela représente l'avenir. Cela détecte des erreurs que l'œil humain rate. Cela semble coûteux, ai-je dit, tendant l'hameçon. La qualité a un prix, a-t-il ricané. Nous avons payé une prime. Mais les développeurs sont des génies, d'absolus génies. Ils comprennent l'anatomie mieux que la moitié de mes chirurgiens titulaires. J'ai dit au conseil d'administration, donnez-leur tout ce qu'ils veulent. Nous avons besoin de cette technologie. J'ai regardé Thomas. Il hochait la tête en signe d'accord. J'ai regardé ma mère. Elle fixait l'océan. J'ai regardé Jean-Pierre. Il resplendissait de fierté pour une machine qui, pensait-il, validait sa propre brillance. Il n'avait aucune idée qu'il louait l'esprit même qu'il avait essayé de lobotomiser. Il vénérait l'outil du serviteur. C'est drôle, a dit Jean-Pierre en prenant une gorgée de vin. Je t'ai toujours dit que la technologie était un rôle de soutien. Mais ce logiciel, on dirait presque qu'il pense comme un chirurgien. Un maître chirurgien. J'ai posé mon verre sur la table. Le son du cristal frappant la pierre fut sec. Je suis contente que cela te plaise, papa, ai-je dit. L'interface était la partie la plus difficile à concevoir. Jean-Pierre s'est arrêté de mâcher. La fourchette est restée suspendue à mi-chemin de sa bouche. Que as-tu dit? Panacée, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. C'est ma société, papa. Mon code, mon brevet. J'ai signé l'accord de licence avec le conseil d'administration de ton hôpital hier matin. Tu n'implantes pas seulement un nouveau système. Tu m'implantes moi. Le silence qui s'est abattu sur la table était lourd, étouffant et absolu. J'ai regardé la réalisation le frapper par vagues. D'abord, la confusion. Il n'était plus le maître de son domaine, il était un utilisateur, un client. Il payait une prime à la fille même qu'il avait rejetée parce qu'elle était inutile. Thomas a émis un bruit d'étouffement, posant son verre d'eau brutalement. Il nous regardait tour à tour, Jean-Pierre et moi, les yeux écarquillés. Il réalisait que la hiérarchie venait de s'inverser. Le fils prodige travaillait désormais pour l'exiler. Le visage de Jean-Pierre est devenu gris. Tu possèdes Panacée? Je l'ai construite, ai-je dit, avec les outils de serviteur que tu méprisais. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait crier. J'ai cru qu'il allait sortir en trombe, mais il ne l'a pas fait. Il a fait quelque chose de pire, il a souri. C'était une grimace crispée et désespérée, une tentative de réécrire l'histoire en temps réel. Eh bien, a-t-il dit, la voix tremblant légèrement. C'est extraordinaire. J'ai toujours su que tu avais un esprit médical brillant, Léa, même si tu l'as appliqué différemment. Cela valide tout. Nous devrions discuter de l'intégration. En tant que consultant, je pourrais peut-être. J'ai levé la main. Je dis simplement, a-t-il insisté, le désespoir s'installant, que c'est un triomphe familial. Nous pouvons. Il n'y a pas de nous, ai-je dit. Ma voix était calme, dépourvue de la colère que je pensais ressentir. Tu ne peux pas changer de camp ainsi, papa. Tu ne peux pas t'approprier cela. Tu m'as renvoyé de cette famille. Tu m'as dit que je n'étais rien sans ton nom. Eh bien, maintenant, ton hôpital paie un montant à 7 chiffres par an pour utiliser le mien. Je me suis levé. La brise marine faisait volter la nappe. J'ai une réunion avec mon directeur technique dans 20 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. Vous devez partir. Léa, a chuchoté ma mère, trouvant enfin sa voix. S'il te plaît. Le code du portail expire dans 10 minutes, ai-je dit. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité. Ils se sont levés. Ils paraissaient petits sur la toile de fond de la Méditerranée. Ils ressemblaient à des invités qui avaient prolongé leur séjour au-delà du raisonnable. Ils ont retraversé la maison en silence, mais cette fois, ils ne regardaient pas l'architecture avec jugement. Ils la regardaient avec crainte. J'ai observé depuis le hall d'entrée la lourde porte d'entrée se refermer. J'ai regardé la voiture de location blanche disparaître sur la route côtière. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas seul. J'ai ressenti le soulagement net et précis d'une amputation réussie.
Le tissu nécrotique était parti. La plaie était fermée. J'étais entière. La nuit est tombée sur la côte. La maison s'est illuminée, tel un phare sur la falaise. J'étais assise dans mon bureau, les murs de verre reflétant les étoiles. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran, un tableau de bord en direct montrait le système Panacée en fonctionnement dans des hôpitaux à travers le pays, y compris au CHU de Versailles. Statut, actif. Anomalie détectée, 0. Vie protégée, 142. J'ai regardé le flux de données. C'était un battement de cœur. C'était mon battement de cœur. J'avais échangé le scalpel contre le code et, ce faisant, j'avais sauvé le patient le plus important de tous, moi-même. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai marché jusqu'au bord de la piscine à débordement et j'ai écouté la mer rugir. Si vous avez déjà dû amputer une relation toxique pour sauver votre propre vie, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Vous êtes le chirurgien de votre propre destin.